sensibles à l'accumulation d'eau qui augmente le risque de rupture. Rassurons-nous, vous connaissez la faible pluviométrie de la Guyane, il n'y a pas grand-chose à craindre. Vous voyez la sécheresse dans laquelle nous sommes depuis de nombreux mois. Il n'y a aucun risque de risque pluviométrique et de rupture. Contrairement aux affirmations des entreprises minières, le risque est loin d'être isolé. Au moins 25 ruptures de digues ont eu lieu depuis 2000 dans le monde. L'exemple le plus récent est celui de São Marco au Brésil en novembre 2015, appelé avec raison le Fukushima brésilien. Faut-il rappeler qu'extraire de l'or est devenu une aberration industrielle? La majeure partie de l'or exploité durant toute l'histoire est stockée actuellement sous forme de lingots ou de bijoux, quand seulement 8% de l'or extrait chaque année sert à l'industrie et 35% sont destinés au secteur bancaire. Comme disait Nora, dans une tonne de roches et de boue, on extrait 1 à 2 grammes d'or, alors que dans une tonne de téléphone portable à recycler, on extrait 200 grammes d'or. En 2016, on estime qu'environ 20% de tout l'or que l'homme a extrait se trouve dans les banques centrales. En 2015, la filière du recyclage a fourni 3 fois plus d'or que les besoins industriels, alors même qu'elle est sous-développée en France. Contrairement aux idées reçues, l'exploitation minière de l'or n'est donc pas indispensable au secteur industriel et la demande des secteurs joailliers et financiers ne justifie pas la mise en péril de l'environnement et de la santé humaine à un tel degré. Pour Thibaut Saint-Omer, président de l'association Ingénieurs sans frontières, Systext, toutes ces raisons justifient l'arrêt du projet minier aurifère industriel de la Montagne d'Or. Les garanties techniques ne suffisent pas à en faire une solution de développement pérenne pour la Guyane et ses habitants. De plus, il ouvre la porte à des projets titanesques dans toute l'Amazonie. D'autres voies de développement économique sont possibles pour la région si nous ne détruisons pas ces ressources écologiques inestimables. Merci. Bonsoir. Le collectif Hors de Question poursuit donc sa série d'échanges avec pour objectif de mobiliser le plus grand nombre possible d'entre vous, et de même ceux qui ne sont pas là, ceci afin de créer peut-être une réédition de ce qui a été le mouvement du 28 mars à l'égard donc de ce projet de mégamine sur la Guyane. Donc ces soirées vont durer à peu près 1 heure de débat et d'échange. Vous avez à votre disposition l'ensemble des membres du collectif qui pourront intervenir en fonction des questions qui sont posées. Alors, ce qu'on va demander à l'ensemble des intervenants, aussi bien ceux qui sont devant vous que dans la salle, d'être assez synthétique, liminaire. Alors, vous pouvez poser des questions ou faire des propositions ou mettre des synthèses, des points de vue, des avis qui seront mis en discussion entre vous, peut-être entre vous, dans la salle, et avec également, bien sûr, les personnes ressources qui sont ici. Donc, nous avons, une dernière précision, soyez gentils pour ceux qui veulent prendre la parole. Il y en a eu beaucoup la dernière fois. On va essayer d'être un peu plus discipliné si c'est possible. Vous levez la main, vous présentez, dites un peu qui vous êtes, et faire part de votre point de vue, vous posez votre question. Et en cas de besoin, effectivement, eh bien, ceux qui sont concernés par la question proposeront leur réponse. Bien, alors y a-t-il, au vu... Bien, alors il y a quelqu'un dans la salle, soyez patient, il va me regarder. Alors pour l'instant, on va faire simple, oui, il y a cette personne qui est devant vous. Ensuite, celle qui porte le micro me regardera pour qu'on essaie d'instaurer un ordre, s'il vous plaît. 2 questions très courtes, très politiques. Lorsque le candidat Macron est venu en
Guyane, est-ce qu'il a pris position sur la question de la continuation de ces projets industriels? Seconde question, j'ai vu que dans votre collectif, il y a la fondation Nicolas Hulot. Alors Nicolas Hulot a un destin maintenant tout à fait glorieux et important. Et est-ce que vous pensez que le fait qu'il soit aux affaires est de nature à vous donner satisfaction? Oui, bonsoir, Michel Dubouillet, je suis secrétaire régional donc, de Guyane Écologie, membre du collectif Hors de Question. Alors oui, M. Macron, en venant en Guyane, a pris position très clairement en faveur du minier. Il a même dit qu'il allait booster pour faire en sorte que ça puisse trouver son rythme de croisière très rapidement, compte tenu de l'emploi que représentait le minier face au chômage que nous avons en Guyane. Alors, dire que parce que Nicolas Hulot est là, on va assister à un renversement de situation, je pense qu'il y aura des luttes très fortes au sein du gouvernement entre Nicolas Hulot, le Premier ministre et le Président de la République. Mais devons-nous attendre sur ces gens-là pour pouvoir prendre des décisions? Je ne crois pas. Je pense qu'on doit prendre conscience de la réalité de ce qu'est ce gisement. Juste un chiffre complémentaire qui ne vous a pas été donné, à savoir qu'aujourd'hui, les exploitations minières à ciel ouvert que prévoient les miniers multinationaux vont couvrir l'ensemble de la superficie qu'il y a entre les deux réserves, soit non pas les 10 ou 12 km² qu'ils prévoyaient pour la montagne d'Or, mais les 257 km². Il faut savoir qu'ils ont même obtenu une modification du PLU de Saint-Laurent pour faire en sorte que les zones naturelles et les zones NF, naturelles forestiers, puissent ajouter au sigle et minier pour les autorisations de construction de bâtiments industriels et d'exploitation minière. Voilà. Donc je ne pense pas que la venue de M. Macron et la nomination de M. Hulot puissent permettre de croire qu'on a gagné la partie. Je crois que ça nécessite une mobilisation importante parce que hier, nous étions à Saint-Laurent, mercredi, nous étions à Saint-Laurent. Nous avons eu un débat très intéressant puisque le responsable de Montagne d'Or et deux autres de ses représentants étaient présents. Et ce qui était absolument effarant, c'est qu'aucun d'entre eux n'était capable d'amener les chiffres correspondant à ce méga projet et que c'est nous qui avons dû donc donner les éléments correspondant à ce dossier. Mais effarant, quand je vous dis le principal responsable au niveau hiérarchique n'a donné aucun chiffre. C'était simplement de dire que les études se faisaient, qu'elles n'avaient pas abouti, mais que dès qu'on aura quelque chose, on vous fera savoir. De toute façon, leur pratique est de vouloir communiquer individuellement avec les associations, avec les organisations, avec les décideurs, pour faire en sorte qu'ils soient partie prenante du projet, dire qu'ils sont partie prenante, et leur proposer, leur faire un certain nombre de propositions. Je n'en ai pour preuve que la chef du village de Terre-Rouge, à qui ils sont arrivés jusqu'à leur proposer à boire et à manger, et où elle a eu le courage de leur dire « Monsieur, c'était un autre temps, vous sortez de mon village ». Je laisse le débat sur vous. Oui, bonsoir, je m'appelle Michel. Donc il y a un film comme ça permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Il y a la prise de conscience et il y a aussi les actes. Alors j'avais une question, elle ne s'adresse pas au collectif, elle s'adresse aux membres du public et au collectif aussi. Je voulais savoir en fait ici si, en toute sincérité, ceux qui portent des bijoux en or ou qui ont des bijoux en or chez eux pouvaient lever la main. Juste pour avoir, par curiosité, pas pour juger, mais juste pour voir un petit peu à quel point on peut éventuellement être responsable aussi individuellement de ce problème, quoi. Et pour les portables, du coup? Non, le but de la question, c'est, par exemple, moi je parle pas de bijoux en or. Le
le portable, je l'ai pour un mois seulement, parce que je suis en campagne. Et, voilà, il y a à mon avis, à un moment donné, j'ai déjà dit cette chose-là au débat de la mine d'or qui a eu lieu à Saint-Laurent, mais je prends le parallèle avec l'ivoire. À un moment donné, on s'est rendu compte que si on porte des bijoux en ivoire, on finit par exterminer tous les éléphants. Et je me dis qu'on peut faire le même parallèle avec l'or, c'est-à-dire que quand on porte des bijoux en or, on finit par exterminer tout ce qui vit dans les rivières de Guyane ou d'ailleurs, tout ce qui vit dans les forêts, et les humains aussi avec. Oui, alors excusez-moi, mais la question qui était posée, c'est de savoir si le fait que vous ne portiez pas d'or était un acte de conscience politique vis-à-vis de cet environnement. Je crois que c'est un peu ça. Alors c'était ça ou pas? Ah bon, vous pensez? Vous n'êtes pas certain? Oui. Non, très bien, le micro. Allez-y, posez votre question. Bon, ce n'est pas une question que je souhaite poser, c'est faire part d'un sentiment. Déjà pour répondre à un propos liminaire que j'ai entendu évoqué par Nora, je crois que les politiques dont je fais partie s'intéressent à la question minière. On a vu tout à l'heure, donc je suis Madame Létard, mine, Létard de Walloirie, accompagnée par mes partenaires de longue date que sont qu'est Guyane Écologie, représentée par Michel Dugouillet ce soir et Laetitia Coupin. Donc les politiques, je crois qu'on l'a vu dans les images que vous avez montrées précédemment, sont intéressés par la question minière. Ils se sont même mis en travers du projet précédent. Et je crois que personnellement, je dis très clairement, parce que je crois qu'il y a quelques inquiétudes par rapport à cela, je suis contre ce projet particulier. Et en particulier, les choses sont très claires. Pour une raison qui est évidente, et Nora, tu as eu les bons mots, je crois que l'on se moque, on tente une fois de plus de se moquer des Guyanais. Bien comprendre que nous sommes défavorisés à bien des égards. C'est Harry Hautebourg qui souvent cite la taxe de 2%, ce qui équivaut en fait sur un kilo d'or qui vaut 30 000 euros à 760 euros à peu près pour les collectivités territoriales. Puis dans ce type de projet aussi, se pose la question, moi je ne ferai pas preuve d'hypocrisie, je fais partie de ceux qui pensent que oui, il faut malgré tout se pencher sur la question minière pour le développement économique. Mais pas n'importe comment, pas n'importe quoi, pas avec n'importe qui, pas avec ces grands groupes canadiens, etc., qui arrivent et puis qui se moquent du monde. Je me souviens d'une expérience régionale, j'étais politique à la région à l'époque, dans l'opposition. Il y avait effectivement tous ces représentants de l'État, tous ces représentants des grandes industries, c'était le pétrole à l'époque, et qui nous faisaient des promesses, monts et merveilles, et notamment sur les emplois. On nous promet toujours de développer l'emploi en Guyane parce qu'on sait la sensibilité, on sait la jeunesse en difficulté, on sait le taux de chômage en Guyane. Sans jamais nous dire d'ailleurs, et c'était des questions que je posais à l'époque, mais de quels emplois vous parlez? Parce que si c'est pour passer la serpillière, non merci. Si c'est pour servir de personnes qui balayent, non merci. On veut des emplois d'ingénieurs, on veut des emplois de cadres, on veut des emplois, etc., de haut niveau. Alors ils disent toujours tout, oui, tous, oui, il n'y a pas de problème. Donc encore une fois, je vous dis que personnellement, l'une de mes premières actions, sincèrement et en toute honnêteté, ce sera le moratoire. On arrête tout. Cette mine d'or, personnellement, je n'en veux pas. Pour autant, et je mentirais si je vous disais le contraire, il s'agit de ne pas mentir, de dire la vérité. Pour autant, je crois en une exploitation minière raisonnée et raisonnable, qui prend en compte les intérêts à la fois des populations, mais également de l'environnement. Donc il faut trouver un équilibre. Je sais qu'il y a ce débat entre ceux qui sont pour l'activité minière comme type de développement économique, et puis ceux qui sont contre cette activité minière et qui sont généralement considérés comme des écologistes, un peu rêveurs, etc. Avec Michel, nous débattons. Avec Laetitia, nous débattons. Les débats sont comment dire, Laetitia, animés, riches. Animés, riches. Nous avons des divergences. Michel parle souvent d'économie verte. Nous avons également, à la suite de nos débats, et c'est une phrase que tu as bien citée, Michel, des convergences. En tous les cas, sur ce projet en particulier,
dès le départ, eh bien, nous sommes dans la convergence totale. En ce qui me concerne, ce sera moratoire, ce sera niet dès le départ, avec un président qui est pour, avec une Assemblée nationale dont on ne connaît pas encore la couleur et les tendances. Mais moi, j'ai plutôt tendance à espérer, avec le ministre de l'Environnement que l'on a présentement. Maintenant, il faut voir à l'usage. Et surtout, il faut défendre notre pays. Voilà, je vous remercie. Merci. Oui, bonsoir au collectif et aux personnes présentes dans la salle. Donc Jean-Marie Fréautot, secrétaire de l'association Compagnie des guides de Guyane, qui donc fait partie du collectif contre ce projet un peu dantesque. Moi, je vais juste parler du passé et du projet Cambior IAM Gold, pour ceux qui n'étaient pas encore présents en Guyane ou ceux qui auraient perdu un peu la mémoire de comment les choses se sont passées, entre autres. Un exemple, les Canadiens, nos cousins d'Amérique, comme ils se sont présentés une fois dans une réunion à la CCIG au tout début de leur projet, nous ont pondu dans leur dossier de projet d'extraction de mines ce qu'ils ont appelé la pâte à dentifrice. Alors la pâte à dentifrice, c'est une espèce donc de matière qui sort de la transformation de la roche après avoir extrait de l'or. Et quand on regardait le dossier qu'ils proposaient donc en étude pour la faisabilité du projet, on se rendait compte que cette pâte à dentifrice, ils l'avaient obtenue dans leur laboratoire du Canada, avec des températures, des paramètres, une hygrométrie, une acidité qui n'avaient rien à voir avec nos réalités locales, équatoriales, ombrophiles, sans pervirantes. Rien à voir. Et donc, ces gens-là hypothèquent, c'est le mot qui convient, totalement, complètement, le futur de cette pâte à dentifrice dans 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans et plus. Ils ne seront plus là, bien sûr, puisque de mémoire, la mine de Cambior IAM Gold de la montagne de Caux avait une durée de vie de 7 ans. 10 ans, t'es sûr? Ouais, disais moi, c'est quand même à l'époque. Hein. Enfin bon, mettons 10 ans. C'était il y a 10 ans déjà. Donc ça veut dire que si elle s'était faite, elle serait en phase de fermeture. Et donc il partirait du site. Mais la pâte à dentifrice, elle reste sur le site. Et dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50, 100 ans, qu'est-ce qu'elle devient pour nous et surtout nos générations futures? Donc voilà encore un exemple de comment ces gens-là nous prennent. Ils nous pondent des choses comme ça, en disant que oui, c'est bien, dans notre laboratoire, la pâte à dentifrice est réelle, sauf que bon, nos réalités ne sont pas comme ça. Autre exemple également de ce qui s'est passé lors de ce combat, entre guillemets, contre ce projet minier, c'est que quand on posait des questions du style, en cas d'accident, et donc de pollution de la rivière, du bassin versant du Maillery, de la Comté, de l'Oyac, etc., est-ce que la préfecture de la Guyane, puisque c'est une problématique, un droit régalien si je ne me trompe, est-ce que la préfecture de la Guyane est capable d'alimenter en eau potable, pendant ne serait-ce que, allez, on disait une semaine, une population d'environ 100 000 habitants? Parce qu'à l'époque, le seul point d'alimentation en eau potable, rappelons-nous, hein, de la ville de Cayenne, de la ville de Rémière-Montjoly, de Matoury, de Tonat-Macoria, de Monsignori-Tonnet-Grande, c'était le captage de la Comté. Et qu'on pouvait très bien imaginer qu'en cas de rupture d'une de ces digues, etc., si jamais il y avait un problème d'alimentation en eau potable, est-ce qu'on pouvait alimenter 100 000 habitants en eau potable pendant une semaine? Et bien les autorités françaises, locales, sont incapables de le faire. Et donc on pourrait se poser également la même question pour le futur projet, si jamais il arrive, de la montagne d'or. Je vais juste terminer sur un exemple de l'action de l'économie des choses. On disait 2 choses contre ce projet de Cambior IAM Gold à l'époque. Alors Madame Létard en a parlé un petit peu et Monsieur Haridbourg avec la fiscalité. Et nous on avait pris l'image du style, c'était qu'on vous prend votre voiture, ce que coûte à peu près les 30 000 € grosso modo, et en échange, on vous donne 4 beaux pneus, c'est tout.
Hein, 700 €, ça fait grosso modo 4 bouts de pneus, quoi. Donc est-ce que vous seriez heureux si chez vous on vous prenait ça comme ça? Et puis on disait aussi, donc il va y avoir des embauches locales, on est d'accord. Ils prenaient des embauches locales, etc., etc. La question qu'on posait, c'était quelle garantie aurons-nous, ici en Guyane, que quand la mine va se faire, ce projet sur la montagne de Caux va commencer, qu'au bout de 1 an, de 3 ans, de 5 ans, on ne trouve pas comme personne employée dans cette mine, et bien curieusement, pas forcément des gens locaux, et encore moins non plus des gens d'origine française. Parce que qu'est-ce qui va empêcher, sur un point de vue législatif, légal, etc., etc., l'employeur, donc IAMGOLD Cambior, de dire que, ah ben tiens, mais ces employeurs ne sont pas bons, donc on leur a fait des contrats de 3 mois, 6 mois, 1 an renouvelables peut-être, mais finalement on se rend compte qu'ils ne tiennent pas la route pour X raisons, et puis ben, finalement on fait venir nos employés à nous, du Guyana, du Suriname ou d'ailleurs, qui eux sont vraiment compétents et ont vraiment les possibilités de travailler correctement et comme on le voudrait sur cette mine. Et lorsqu'on posait ces questions-là, quelle garantie on avait d'avoir des employés français, on s'en fout qu'ils soient guyanais, hein, on dit français, jusqu'à la fin, eh ben, il n'y avait pas de réponse sûre et certaine. Donc voilà, je passe la parole à d'autres personnes pour vous donner quelques exemples de comment s'est passée l'histoire avec Cambior IAMGOLD et qui risque de se reproduire avec la Montagne d'Or. Merci. Oui, alors en attendant qu'on passe le micro, alors on va passer le micro à cette personne qui a levé la main et il va bien poser une réponse et vous présenter, je vous souhaite le temps. Je ne vais pas garder la parole parce que c'est important qu'elle soit à vous ce soir, mais je voulais juste rajouter quelque chose à ce que vous disiez. Donc, pardon, Laetitia Copin, je suis de Guyane Écologie. C'est très important, ce ne sont pas des emplois durables, ce n'est pas une mine durable, ce n'est pas une activité durable. C'est très important de le redire. Donc là, il parle de 13 ans pour cette mine, mais il y a les phases de construction et il y a les phases de fonctionnement. Ce ne sont pas les mêmes emplois. Hein, donc il ne faut pas entendre 800 emplois et puis c'est tout, il faut déconstruire parce que ça va vraiment être une stratégie de communication en fait. C'est ça qui est important. Plus encore que de savoir qui au final dira oui ou non. C'est pourquoi ils le diront, parce que nous on saura en fait. Donc la communication c'est, non c'est pas 800 emplois, c'est quelques emplois sur 13 ans qu'ils ont additionnés et qui ne seront pas les mêmes. De la construction avec des petites mains, et puis ensuite le fonctionnement avec certainement d'abord leurs ingénieurs. Hein, quand on est une multinationale, on prend d'abord les gens qu'on a dans son entreprise, et seulement après, les gens qu'on a besoin d'embaucher, tout le monde fait ça. Hein. On prend d'abord dans son vivier, et après seulement si on a besoin, on embauche. Donc ça fera peut-être 8 ans, et encore. Et donc ça, c'est très important de se le représenter. Ensuite, on entend aussi des chiffres comme 3500, parce qu'ils parlent d'emploi induit. Alors, on est toujours sur 13 ans seulement, hein. Et puis ils pensent qu'un emploi, ça va faire 3 emplois induits. Donc vous entendrez ces chiffres aussi, c'est important de déconstruire aussi la communication. Ils sont partis de prorata qui sont faits en Afrique. Hein, un emploi crée 3 emplois. Alors moi je ne sais pas combien vous gagnez, mais moi mon salaire ça ne crée pas 3 emplois. D'accord ? Donc je pense que les gens qui vont travailler à la construction ou même dans la mine, un emploi ça n'en créera pas 3 ici. Donc ce sont des chiffres aussi qui sont faux, en tout cas qui ne sont pas adaptés. Donc je voulais juste dire, pas durable, et en plus, pas avec les chiffres qu'ils utilisent. Il faut tout déconstruire. Je vous redonne la parole. Merci, bonsoir. Moi c'est Joe. Déjà merci au collectif pour ces informations et permettre de se positionner et d'avoir des arguments et permettre à ceux qui ne sont pas encore positionnés de se positionner. Moi j'ai participé au débat à Saint-Laurent il y a quelques jours. Là. Pour moi la seule question qui s'est posée c'est est-ce que les Guyanais acceptent de se contenter des miettes que vont leur laisser des actionnaires qui eux vont s'enrichir grandement. Ils parlaient de 2%, 85 tonnes d'or, enfin bref. Je voulais répondre à Madame Létard sur la question de est-ce qu'on veut des emplois d'ingénieurs. Moi je ne crois pas, parce qu'on est en train d'ouvrir une brèche. Si on accepte des emplois d'ingénieurs, voilà, ils vont faire en 13 ans, enfin, ils les donneront les emplois d'ingénieurs si c'est ça la contrepartie, pour s'en mettre plein les poches. Donc pendant 13 ans ils vont faire des emplois, puis après ils vont dire ah vous avez vu ça marche, on va faire une autre mine d'or. Voilà, du coup, moi, je suis positionné. Je vais laisser les gens qui peuvent faire de l'éducation populaire et nourrir les gens d'information pour qu'on ait des arguments pour résister
faire ce travail-là. Après, voilà, s'il y a des gens qui sont positionnés, j'ai envie de vous inviter à ce qu'on réfléchisse ensemble. Pour moi, les solutions pour dire non, pour qu'elles n'existent pas, et j'ai envie de vous dire, j'ai envie de reprendre les propos de Christophe qui disait l'autre jour, elle n'existera pas la mine d'or. Voilà, je vous donne cette information. Elle n'existera pas, et du coup la question qu'on se pose maintenant, c'est avec quels moyens. Le premier, c'est les urnes. Voilà, on sait que il y a des législatives en ce moment, par exemple. On sait qu'on a un président qui aura besoin d'une assemblée qui ira dans son sens. On sait qu'il y a des candidats qui vont clairement voter dans son sens, et puis on sait qu'il y en a d'autres qui vont voter clairement en opposition à ce qu'il veut faire. Voilà, donc il y a un combat politique à ce niveau-là. Il y a la question peut-être de qu'est-ce qu'on fait de nos téléphones portables et de comment est-ce qu'on les recycle pour sortir l'or et comment est-ce qu'on s'organise pour dire voilà, regardez, on en a de l'or dans les téléphones portables. Et puis il y a la question, ce que vous faites vous, l'éducation populaire, super. Et puis il y a la question des actions concrètes. Voilà, je crois pouvoir vous informer qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, il y a beaucoup de gens qui seront contre la mine d'or. Je crois pouvoir vous informer qu'il y aura une zone à défendre qui va se monter là-bas. Voilà, je vous invite à lire Solalinsky, je vous parle d'actions concrètes, et voilà. Pendant que certains réfléchissent encore, j'invite ceux qui sont déjà positionnés à poser une zone à défendre là-bas et à empêcher que ça passe. Bonsoir à tous, Pierre Christophe, jeunesse autochtone de Guyane. Donc nous sommes principalement basés dans l'ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni. La mise en place de ce projet-là, de la montagne d'or, va répercuter directement sur les populations amérindiennes, notamment Kalinia et Lokono présents dans ces territoires-là. La question que j'avais posée lors du débat apérotropique sur la montagne d'or, où des représentants étaient présents, c'est comment est-ce qu'on nourrit ce projet en énergie. Donc la mise en place de ce projet va se répercuter sur l'ensemble de l'ouest guyanais principalement, et sur l'ensemble des villages qui sont de toutes les manières, à chaque fois, comme la dame le disait dans le reportage, les Amérindiens sont souvent assis sur ce que les autres voient comme une richesse. Donc, juste pour continuer sur ce que Joe a dit, donc, dans le cadre des négociations pendant le mouvement de ces dernières semaines, le retrait, la fin de ce projet a été l'une de nos revendications dans ce qui concerne la plateforme autochtone et Bushinengue. La réponse de la ministre était la suivante, c'est que l'État ne peut empêcher des initiatives économiques. Et notre seule possibilité, c'est qu'à travers le Grand Conseil coutumier, on puisse remettre en cause l'étude d'impact qui est faite, qu'on demande une neutralité, etc. Mais clairement, avec la volonté politique qui existe en Guyane actuellement, et notamment avec le positionnement de la CTG et de plusieurs associations, et même des miniers guyanais, je dirais, parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire alimenter, en matière économique par ce méga projet. Nous, de notre côté, en tant que jeunes amérindiens, notre positionnement il est clair. On ne maîtrise pas l'outil, on n'a pas pu fournir ce travail-là que vous voyez derrière. On n'a pas cette ingénierie-là. Mais par contre, il n'y a aucun camion qui va passer à Saint-Laurent. Il n'y a au-delà de l'impact écologique qu'il y aura, il y a une représentation du territoire chez nous qui n'est pas du tout pris en compte. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas été consultés à travers nos chefferies et le Grand Conseil coutumier, anciennement CCPAB. Et la manière dont la CTG veut nourrir en énergie cette absurdité, c'est le projet porté par Madame Hélène Sirder directement, cette dame-là qui siège au Conseil des forêts ou je ne sais pas quelle autre chose, où elle n'a pas du tout sa place. C'est de faire un barrage plus grand que celui de Petit-Saut. Il faut comprendre que dans le monde kalinien, la rivière de la Mana, c'est l'artère du monde kalinien, et que beaucoup de nos croyances et de nos rituels et de notre spiritualité est tournée vers là. Détruire ce fleuve, c'est détruire le fondement du monde kalinien sur cette partie-là des plateaux des Guyanes. Donc, une
encore une fois, nous allons nous opposer. Et rien ne se fera. Rien. Et on leur a clairement dit à nous, quand on était venus au débat, c'était pour kidnapper limite les représentants de la Montagne d'Or. Non, je dis ça en plaisantant. Mais bon, c'est la seule possibilité qui s'offre à nous. Voilà, enfin, on n'est plus dans la démarche où nos chefferies ont été sages. Ouais, la sagesse amérindienne, les Amérindiens, peace and love, non. Nous sommes des descendants de peuples guerriers et ça, on va le réaffirmer quand ils vont venir, ces gens-là. Et en tout cas, Anthony prenait la parole tout à 2 l'heure. minutes juste sur la problématique énergétique. Oui, Christophe a quand même souligné la problématique, c'est que aujourd'hui, la Montagne d'Or avait plusieurs options. La première a été la biomasse, elle a très vite abandonné ce projet. Une deuxième qui était d'enfouir carrément le réseau. Elle l'a aussi abandonné parce que c'était trop cher. Et il lui reste la troisième solution, de se raccorder au thermique. Pour se raccorder au thermique, elle a besoin quand même de 20 MW pour faire tourner l'usine, 5 MW pour la zone base vie qui seront sur une base avec du solaire. Mais les 20 MW dont ils ont besoin vont s'additionner aux besoins de développement de la région de l'Ouest, qui sont eux aussi de 20. Ça fait au total 40 MW. Il est évident que les objectifs qu'ont les miniers, il ne faut pas s'arrêter simplement à la Montagne d'Or. Je vous rappelle les 256 km² qu'il y a entre la réserve de Décou-Décou et de Lucifer. Et les objectifs qu'ils ont, c'est quand même d'amener, de créer un barrage uniquement pour eux, pour leur service à eux. Sur ce service-là, ils feront donc ce barrage sur la Mana qui va permettre de mettre en place l'électricité dont ils ont besoin, l'énergie dont ils ont besoin pour faire tourner leur concasseur 24 heures sur 24. Donc, il nous paraît important de noter que pour le moment, on est sur une base de thermique qui va déforester sur 120 km la forêt pour pouvoir ramener les lignes électriques vers l'usine, et que le coût de l'installation de tout ceci, c'est nous, consommateurs de EDF, qui le paierons. Parce que tout simplement, vous le verrez sur votre facture par rapport aux investissements que font ERDF. Je crois qu'on a autre chose à faire avec l'argent. Moi, je crois que la Guyane a la chance d'avoir cette forêt amazonienne qui permet à la France de ne pas payer de taxe carbone. Je crois que c'est énorme, qui nous donne simplement la moitié ou même le dixième de ce qu'elle ne paierait pas. Et ça pourrait nous servir, dans un cadre de recherche et développement, de permettre de développer les filières, de les structurer, les filières existantes, mais des nouvelles aussi. Et on verrait que les 800 emplois qu'ils veulent nous donner, voire même plus, puisqu'ils annoncent sur l'ensemble de la superficie dont je vous ai parlé, il y a à peu près 18 à 19 sites qui seront là. Ça représentera 2500 emplois et 10 000 emplois induits, disent-ils. Moi, j'ai déjà fait l'expérience avec eux, de leur dire, je vous donne 10 emplois, dites-moi quels sont les 40. Pas plus tard qu'à Saint-Laurent, ceux qui étaient présents, j'ai demandé aux responsables de Montagne d'Or de me dire, puisqu'il m'expliquait que dans les emplois induits, il allait y avoir des créations d'entreprises. Alors j'ai demandé, mais quel type d'entreprise il allait y avoir et il m'a parlé de l'agriculture qui allait permettre, je pense, aux miniers de se nourrir. Bon, je veux bien, mais ceci dit, je crois qu'on a autre chose à faire que de créer des emplois de ce type. Ce qui est le plus désolant, c'est ce qui va se passer après. Ce que vous avez vu dans le film, ce qui se passe au Pérou, la désolation territoriale que l'on voit sera exactement la même que nous aurons sur l'ouest guyanais, et voire au-delà, puisqu'il est prévu 60 km² de mines d'or à ciel ouvert dans la région de Roura, sur 3 sites différents. Donc on va se retrouver avec un gruyère parce que tout simplement la mine d'or, si vous voulez, le réseau part depuis le Venezuela et passe jusqu'au nord-est du Brésil. Et donc, c'est tout cet arc de cercle qui est exploitable pour eux. Et ils vont vouloir, d'ailleurs du côté de Saül, ils ont essayé de le faire, ça n'a pas passé, mais ils trouveront d'autres moyens pour pouvoir obtenir, avec M. Macron qui est favorable au développement minier, je pense qu'on a intérêt à faire très attention. Et l'État l'a souligné, on a des débats effectivement assez riches sur le sujet, parce que tout simplement, au départ, il faut le dire, hein,
nous n'étions absolument pas d'accord du tout. Bon, sur le mini industriel de ce type, on arrive à dire qu'effectivement, on n'a pas besoin de ça. Il y a bien autre chose à faire que de créer une désolation de ce type. Et je pense qu'on va pouvoir, à partir d'une mobilisation sérieuse, démontrer qu'on peut faire autre chose en Guyane que du minier. Parce que 800 emplois, je crois que c'est ma collègue Laetitia qui disait que dans l'éducation nationale, si on comblait les postes qui sont nécessaires à l'éducation nationale dans tous les domaines, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau des ATSEM et autres, et des classes pour pouvoir scolariser l'ensemble de nos enfants, eh bien, les 800 emplois seraient déjà là. On pourrait les créer tout de suite, les 800 emplois. Donc, quand ils disent 800 emplois guyanais, ils disent 90% qui seraient guyanais. Ça veut dire 720 emplois. Sur les 720 emplois, comme l'a souligné Laetitia, il y a ceux au moment de la construction, donc on va tourner sur cette base-là de 800 pour la construction, et l'exploitation sera sur 750 personnes. Ça fait donc plus de 300 personnes qui seraient embauchées dans la mine. Demandez à Montagne d'Or de vous donner la strate des emplois et des catégories d'emplois correspondant à ceux qui seront offerts. Alignez-les face aux demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi et dites-moi combien de Guyanais vont travailler sur les emplois à la mine d'or. Ça va nécessiter donc déjà une formation et je fais remarquer que l'exploitation devait commencer en 2018, mais déjà ils nous parlent de 2020-2021. Ils commencent déjà à reculer parce qu'ils se rendent compte que en définitive ils n'auront pas les emplois dont ils peuvent espérer déjà dans un premier temps. Et je doute fort que les services de l'État, que ce soit la DIEC, que ce soit la DEAL, que ce soit quelques services que ce soit, fassent les contrôles nécessaires pour s'assurer des conditions d'exploitation de la mine face à l'attitude qu'a la Montagne d'Or, enfin pas la Montagne d'Or, mais les entreprises qui composent ce consortium. On l'a vu au niveau du Burkina Faso, vous pouvez le voir sur Internet, hein, où les droits humains sont bafoués tous les jours. Quand je dis bafoués, l'esclavage, à la limite, c'était presque du petit lait. Tellement c'est grave. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour nos enfants en Guyane aujourd'hui? Est-ce que c'est ce type de développement que nous voulons? Je crois qu'on a autre chose à leur offrir, parce que la ressource que nous avons, notre richesse en Guyane, effectivement, c'est la terre qui l'apporte aujourd'hui. Alors, sachons ne pas la dilapider n'importe comment, sachons s'en servir, mais tout en la conservant, en lui permettant de se régénérer. Voilà, merci. Question? C'est pas une question, c'est juste une remarque par rapport à l'intervention de Madame Létard. En fait, j'étais aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, au débat qui a eu lieu à Saint-Laurent. Jusqu'ici, j'avais eu la pudeur de ne pas faire état de mon appartenance politique, mais apparemment, il y a des candidats qui sont en campagne et qui ne gênent pas pour le faire. J'ai vu qu'il y avait aussi 2 articles qui concernaient Walloiri qui étaient assez flatteurs. Donc, nous, on est la Guyane insoumise, la France insoumise. Et il se trouve que, en fait, ça fait 2 fois que j'entends Monsieur Antoinette à Saint-Laurent et Madame Létard ce soir, qui sont opposés à la mine, mais je m'interroge sur les raisons de cette opposition, parce que 2 fois, ils ont exprimé en fait la problématique de l'emploi, c'est-à-dire que les Guyanais ne vont pas avoir des emplois, disons, d'ingénieurs, ils vont passer la serpillière, etc. Et j'ai entendu aussi ce soir cette expression de doux rêveur écologiste. Nous, à la Guyane insoumise, on pense que la mine est une erreur fondamentale et que au-dessus de l'économie se trouve l'écologie. Et que c'est la chose à ne pas dépasser parce que c'est celle qui nous fait vivre, qui nous fait boire, qui nous fait manger. Donc, quand on a des considérations comme ça économiques, en disant, ça sous-entend que oui, on est d'accord pour qu'il y ait une mine, mais il faudrait que ce soit des emplois pour les Guyanais, etc. On est d'accord, peut-être que si c'est des Guyanais, ça polluera moins, peut-être que... moi c'est ce que j'entends en sous-entendu, hein. Et que ça va quand même créer des emplois, et puis que voilà, la Guyane a besoin d'emplois. Sauf que ça, c'est pour moi un discours de gens qui manquent d'imagination, en fait. Ils n'ont pas l'imagination de savoir qu'on va pouvoir créer des emplois avec la sylviculture, avec l'agroforesterie, avec tout un tas de choses qui vont permettre de protéger la forêt et non pas de la détruire.
Donc voilà, il y a des différences comme ça que je remarque entre Walwari, qui est opposé soi-disant à la mine, sauf peut-être si elle est propre ou je sais pas quoi, et puis notre parti à nous, enfin notre mouvement à nous, la Guyane Insoumise, la France Insoumise, qui est fondamentalement opposé à ce genre de projet, parce que l'humanité a autre chose à faire avec ses forêts et avec ses océans que ces aberrations écologiques. Alors, je ne ferai pas une partie non, je vais laisser Mme Pétard répondre, elle était plus en place. Nous, moi, Ario Debout, Ario Nature Guyane et aussi Cap-21, ce n'est pas en fait un peu de politique, mais juste pour calmer le jeu, nous, hors de question, nous sommes apolitiques. Mais apolitique, ça veut dire qu'on ne soutient personne, mais tout le monde peut venir. Donc, déjà, vous pouvez venir si vous voulez. Et on n'est pas d'accord sur tout. Tous ceux qui vivent en couple dans cette salle savent qu'on n'est pas d'accord sur tout tous les jours et on ne prend pas ces valises tous les jours, heureusement. Donc, il faut qu'on soit unis, on peut pas être d'accord sur tout et je ne suis pas d'accord sur les procès d'intention, soi-disant. S'ils disent qu'ils sont contre, ils sont contre. Moi, j'ai une mauvaise ADN écologiste, mais j'ai fait de vagues études d'économie quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai qu'on doit marcher sur deux pieds dans cette histoire. L'aberration écologique, elle n'est plus à démontrer, mais nous, hors de question, on est d'accord ou pas, nous sommes contre la mégamine industrielle aurifère, mégamine, et j'accepte d'entendre ceux qui disent que si hors de Guyane, on peut le prendre pour développer la Guyane de manière artisanale et responsable guyanaise, pourquoi pas, mais vous pouvez aussi compter sur nous pour être vigilants pour ces projets, éventuellement dans le futur. Mais si vous voulez nous rejoindre pour être unis, il y a une urgence. L'enquête publique dans cette histoire sera dans la torpeur estivale, certainement en juillet ou en août. Et une fois que l'enquête publique sera close, ils ont déjà rédigé les conclusions. On sait que les enquêtes ne servent à rien. Et d'ici fin août, on aura des permis. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais il faut qu'on soit mobilisé malgré nos divergences. On a une urgence. Empêcher le projet Montagne d'Or. Et après, on pourra penser à plein d'autres choses. Merci. On va demander la parole. Vous levez la main. Oui, c'est vous. Oui. On vous apporte le micro. Ah ben, alors si, ouais, après elle. Bonsoir. C'était au sujet justement du recyclage des portables, puisqu'apparemment il y a des gens qui sont encore très intéressés par l'or, et le rapport d'ISF nous dit qu'il y a plus d'or dans nos portables que dans une tonne de terre de Guyane. Donc justement, on a eu des nouvelles poubelles et du tri sélectif qui vient d'apparaître. Et qu'est-ce qu'on fait de nos portables? Tout de suite, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait récupérer cet or au plus vite, et leur proposer, puisque c'est ça qu'ils veulent. Enfin, peut-être pas leur fondre dans la bouche comme ont fait certains ancêtres, mais l'envie n'en manque pas. Merci. Merci. On va passer le micro à Mme Létard pour essayer de clôturer là. Il y avait un monsieur là derrière. Oui, mais non, après. Mme Létard, s'il vous plaît. Madame Létard. Non, allez-y, Mme Létard, s'il vous plaît. Non mais, enfin, je ne suis pas venue débattre politiquement ce soir. Ce soir, je suis venue affirmer une position. Et bien, je remercie Harry Hautebourg d'avoir dit que l'idée, c'est d'être unis sur ce combat-là en particulier. Maintenant, non, je réitère ce que j'ai dit, je ne vais pas mentir. Je fais partie, oui, des gens qui pensent dans ce pays-là qu'il faut donner de l'emploi aux jeunes. Je fais partie des gens. Alors si vous estimez que nous n'avons pas suffisamment d'imagination pour trouver autre chose que, eh bien, je vous invite à faire preuve vous-même d'imagination et d'être généreux à ce niveau-là, puisque je considère cela comme
presque une insulte. Et je ne suis pas là pour être insultée ce soir. Je dis juste, personnellement, ce sera moratoire. Personnellement, ce sera niette. J'affirme cette position parce que j'ai entendu dire que nous étions pour cette mine d'or. Je ne fais pas partie de ceux qui sont pour. Par contre, oui, à un moment donné, c'est 26 000 chômeurs. À un moment donné, ces jeunes qui sont en train de nous exploser à la figure. À un moment donné, il faut structurer la filière. À un moment donné, eh bien, il faut faire, pas le tout de critiquer, il faut aussi proposer. Et moi, je dis très clairement que je n'ai pas entendu la France insoumise, comme tous les autres élus que vous avez vus là sur les diapos, comme toutes ces personnes là ici, pour nous donner des leçons sur comment développer ce territoire et comment ne pas le bousiller. Vous n'avez pas l'exclusivité, je veux dire, de l'amour de la Guyane et de l'amour de la nature de la Guyane. Soyez-en certains. Donc il faut le développer, ce territoire. Et c'est ensemble qu'on va le faire et sans polémiquer. Donc moi je dis, je suis contre. Est-ce que c'est bien clair sur ce projet en particulier? Merci Violetta, on vous a compris. Le monsieur au t-shirt vert. Oui, oui. Levez la main, s'il vous plaît. Merci. Donc, bonsoir à tous, moi c'est Marc, je travaille dans la filière agricole. Donc pour répondre tout de suite au chômage, on a que faire de beaucoup d'agriculteurs en Guyane sur des petites exploitations et on aura toute la population guyanaise. Et là il y aura beaucoup plus de travail que dans n'importe quelle mine. Et deuxièmement, moi il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué ce soir, c'est que je suis révolté par ce que j'ai vu. Et j'ai vraiment envie de rencontrer les gens de l'Ouest parce que je pense que la ZAD, la zone à défendre, c'est très important. Et vu comment on est parti au niveau politique, ils vont vouloir nous la mettre en place, cette mine. Donc il faut qu'on se mette tous ensemble pour faire une ZAD et pour les bloquer là-haut, en pleine forêt, parce qu'ils vont faire ça loin de Cayenne, loin des yeux de tout le monde, et personne ne verra rien, donc personne ne bougera. Donc il faut vraiment qu'on se mette ensemble, surtout les jeunes. Moi je vois qu'ils sont bien motivés là-haut. Nous on est motivés aussi dans le centre. Donc voilà, la ZAD, on va la faire en Guyane, quoi. Oui. Il y a quelqu'un qui demandait la parole derrière, je n'ai pas bien retenu. Et lorsqu'ils seront derrière... Je voudrais rebondir sur l'agriculture, parce que vous me tendez la perche là. Quand on parle de 50% de la jeunesse guyanaise qui est au chômage, je pense qu'on ne tient pas compte non plus des agriculteurs, parce que bien souvent, dans tous ces chiffres qu'on annonce, on ne tient pas compte de la pluriactivité, qui est quand même la minoritaire de la Guyane, où les gens sont plus réactifs, et notamment ils sont agriculteurs, mais aussi chasseurs, pêcheurs, artisans, etc. Et c'est pas quand la mine nous aura peut-être infiltré nos sols et contaminé nos milieux naturels, notamment sur le cours de la Mana, puisque c'est cette Mana qui sera impactée si jamais il y avait une rupture de la digue. C'est là où se posera vraiment le problème de comment nourrir cette population. Pour l'instant, personne ne meurt de faim en Guyane. Avec une pollution aux métaux lourds, au cyanure, à l'arsenic, on pourra se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de toute cette population et comment on va la nourrir. Voilà, donc, et puis je vais profiter d'avoir la parole, je vais parler en tant qu'ethno-botaniste. Moi je représente l'association GADEPAM, en œuvre dans l'économie sociale et solidaire en valorisant les savoirs traditionnels en Guyane. C'est pas la seule alternative bien sûr, mais ça en fait partie de valoriser les savoirs locaux. Mais je voudrais parler aussi de la valeur de la biodiversité, puisqu'on m'avait demandé cet exercice un peu difficile pour moi, je ne suis pas très amie avec les chiffres. La valeur de la biodiversité, alors déjà c'est une notion très anthropocentrique, puisque la valeur de la biodiversité, elle a une valeur en soi, d'existence tout simplement. Il ne faut pas oublier que ce site il se situe entre deux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre deux réserves naturelles. Donc ça va bien sûr impacter le milieu naturel en entraînant la fragmentation et donc en impactant ces réserves naturelles qui sont extrêmement riches puisque ce sont des zones d'intérêt faunistique et floristique qui ont été reconnues. Et puis il faut souligner aussi qu'elle se situe dans une zone que les scientifiques appellent l'arc forestier du Nord guyanais, qui est une zone particulièrement intéressante au niveau forestier puisque c'est là où on trouve les forêts les plus anciennes. Donc ce que certains appellent les forêts refuges. Donc des forêts extrêmement anciennes et qui, si elles sont détruites, ne reviendront jamais au niveau initial. C'est-à-dire qu'une forêt qui est détruite, même si elle repousse, ça ne sera jamais la forêt initiale. Et cette forêt-là est extrêmement riche, ce sont les forêts les plus riches en espèces qui sont non connues par la science. On peut évaluer par exemple la superficie des 12 hectares qui vont être détruits, pour parler que de ceci.
peut-être au moins une centaine d'espèces qui ne sont pas connues encore par les scientifiques, qui sont encore à décrire. Sans parler bien sûr de tous les effets qu'il y aura collatéraux, puisque il y a construction de pistes, de routes, électrification, et j'en passe, et le barrage. Donc c'est des milliers d'hectares de forêts qui vont être détruits dans cette zone et qui donc vont détruire irrémédiablement cette biodiversité. Ça c'était pour parler de la valeur intrinsèque. Il y a aussi bien sûr une autre valeur auquel on attache énormément d'importance en Guyane et qui est une valeur culturelle mais aussi spirituelle. Et beaucoup de peuples autochtones et communautés traditionnelles attachent une véritable valeur spirituelle à la nature, dans la mesure où justement on ne détruit pas, on n'impacte pas la nature, parce que bien sûr on considère chez les Amérindiens, chez les populations traditionnelles, que c'est l'homme qui appartient à la nature et c'est pas la nature qui appartient à l'homme. Donc on la respecte et il y a un certain nombre de croyances, mais aussi de rituels qui font qu'on ne va pas détruire cette forêt parce qu'elle a une valeur aussi spirituelle. Et en dehors de cette valeur spirituelle, bien sûr, il faut des chiffres parce que en face, du point de vue des miniers, c'est beaucoup de chiffres qui nous apportent, qui nous assomment avec la valeur de l'or. Donc, comment attribuer la valeur économique finalement à cette biodiversité? Alors bien sûr, il y a tous les services écosystémiques. Alors je ne vais pas prendre la parole là. Il y a Catherine Aubertin, qui est économiste dans la salle, qui pourrait vous en dire beaucoup plus. C'est très complexe, mais il y a eu des méthodes qui ont été mises au point pour évaluer la valeur de la nature en tant qu'approvisionnement des ressources, des services, la régulation du climat, la régulation hydrique bien sûr, mais aussi en termes de pollution, en termes de maladies. Puis aussi au niveau culturel, on en a parlé un petit peu, en termes de récréation, d'esthétique, mais aussi de sciences, d'éducation, etc. La fonction de support, la reproduction, la production primaire, la formation des sols. Mais pour donner des exemples un peu parlants, je voudrais prendre l'exemple du point de vue pharmaceutique, parce que c'est souvent celui qui est le plus cité. Dans cet unique domaine, donc l'évaluation de la valeur de la biodiversité, on l'évalue de 1 à 10 000 euros l'hectare de forêt tropicale. Alors, à titre d'exemple, il y a l'industrie pharmaceutique Merck qui avait rémunéré le Costa Rica, il avait signé des contrats avec le Costa Rica pour avoir l'exclusivité d'explorer et de valoriser la biodiversité des 105 parcs nationaux de ce pays. Et donc, l'industrie Merck rétribuait le Costa Rica à hauteur de plus de 1 million d'euros tous les 2 ans, sans parler des redevances s'il y avait une valorisation de la biodiversité. Donc, plus d'1 million tous les 2 ans, uniquement pour la valorisation de la biodiversité sur le plan pharmaceutique. Par ailleurs, il y a des rapports de l'OCDE qui ont évalué une valeur potentielle de la biodiversité de 200 à plus de 2 millions de dollars par plante. Vous voyez que c'est énorme. Et il ne faut pas oublier non plus que le marché dermocosmétique constitue un véritable potentiel en Guyane et qu'au niveau mondial, il représente pas moins de 30 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'en termes de valorisation de la biodiversité, nous aussi on peut donner des chiffres. Et évidemment, ça nécessite de la recherche, ça nécessite de la valorisation, ça nécessite de l'investissement, mais je pense que pas plus que le secteur minier. Et puis je voudrais pour finir citer le collectif économique intersyndical, donc dans son appel du 17 mars, qui évaluait lui la valeur du massif forestier guyanais entre 200 et 700 milliards d'euros pour toute la Guyane. Donc vous voyez qu'il n'est pas nécessaire d'être très fort en calcul pour comprendre que la valeur de la biodiversité, elle est beaucoup plus importante vivante que détruite et que les miettes que vont nous laisser donc ces méga projets miniers. Voilà, je vous remercie. Bonsoir, Nelly, enseignante. Donc nous avons pu constater d'une façon générale que la population était contre ce projet. Est-ce qu'il serait possible de cristalliser cette opposition par le biais d'un référendum qui a une vraie valeur législative? Qui veut répondre? Nous sommes tellement contents qu'on ne pourra pas répondre.
Non, mais bon, vous savez, alors évidemment, ben, déjà, nous, on peut demander, nous, population, on peut demander le référendum, hein, donc forme de pétition. Vous savez qu'au final, ben, c'est le président de la République qui demande. Donc nous, on demande que le président de la République demande un référendum. N'oubliez pas que ce référendum, il y a aussi, comment dire, l'encadrement de la population concernée. Alors, est-ce un référendum sur toute la Guyane, sur la commune concernée? On sait, c'est sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Est-ce que c'est sur le territoire de la CCOG? Oui. Et puis bon, la CTG aussi pourrait demander. Au final, tout référendum, on pourrait faire, il y a des référendums locaux, effectivement. Mais moi, oui, c'est une bonne idée, mais ben, je vais vous donner une opinion qui représente que moi. Je ne vais pas faire mon anarchiste, mais vous savez, les élections, il y a quand même toujours des risques. Hein. Donc, je pense qu'une bonne mobilisation peut très vite calmer le gouvernement. On a eu une belle mobilisation en 2006, il est important de le rappeler, et ça donne beaucoup de force. Et je peux vous dire que nos amis russo-canadiens ont en bonne mémoire cette mobilisation de 2006. Donc il faut bien comprendre qu'on est à ça hein, du basculement. Il faut qu'on reste mobilisé, comme diraient les autres, déterminé. Et si on est mobilisé, je ne suis même pas sûr qu'on aura besoin de ZAD ou de référendum. Parce qu'en fait, tout est pour nous. Ce fameux rapport volé de l'ADL dont je ne voulais pas parler, mais qu'un média en ligne a publié des extraits dans un article, l'UAWeb pour ne pas le citer. Ce rapport existe et les services de l'État, ils sont consternés par les risques qui existent. Ce n'est pas nous, les activistes écologistes ou autres. Ce sont les services de l'État qui ne comprennent pas qu'on envisage de faire ce projet. Tout à l'heure, on parlait de... Alors, pour le point de vue écologique, on est sur 20 à 30 tonnes d'intrants chimiques par jour. C'est-à-dire qu'on parle de risque de rupture de digues et tout, mais le seul fait de mettre 20 à 30 tonnes d'intrants chimiques, puisqu'on dit 10 000 tonnes par an, 365 jours, c'est déjà une pollution, en fait, de mettre ça, sans parler d'autres. Ensuite, ce même rapport nous a même suggéré une idée que mon petit cerveau n'avait même pas eue. Quand on parle de faible impact économique, est-ce qu'il y aura des emplois duals et tout ça? C'est même pas ça. Il parle de risque de déstabilisation sociétale. C'est-à-dire qu'on fait miroiter une poule aux œufs d'or des emplois aux jeunes de l'Ouest guyanais qui vont s'égarer dans ces filières. Et ils font quoi dans 13 ans? Et ces enfants, parmi les plus brillants, qui vont se perdre dans ces filières, ils vont manquer dans la santé, dans l'éducation, dans la justice, une fois qu'ils auront fait leur formation de merde dans la mine. Et c'est pas moi, c'est le rapport de la préfecture qui parle de ce risque de déstabilisation sociétale. Donc, restons mobilisés, puis bon, en dernier recours, oui, un référendum, certainement. Bonsoir, je me présente, Gabriel Morel, étudiant du lycée Léon Gontran-Ramas. Je suis membre du CVL, du CAVL, le conseil d'administration de la vie lycéenne. Moi, comme je fais partie du conseil, là je suis en train de parler au nom du conseil d'administration de la vie lycéenne. On est contre ce projet, le projet de la mine d'or, car on est l'avenir de la Guyane. Les étudiants sont l'avenir, les étudiants guyanais sont l'avenir de la Guyane. Pour nous, c'est une déforestation, quelque chose qui toucherait notre environnement. Et on n'a pas vraiment accepté parce que l'ONF, normalement, interdirait
cette construction parce que de base, ils interdisent aux gens qui ont déjà leur propre mine en Guyane d'utiliser du béton, tous les matériaux pour construire quelque chose dans leur mine. Alors pourquoi des étrangers pourraient venir en Guyane, bâtir un bâtiment en Guyane, faire un bâtiment dans la forêt pour détruire des espèces, surtout qu'ils vont utiliser des explosifs pour creuser leurs trous? On m'a dit que c'était entre 10 tonnes à 20 tonnes d'explosifs juste pour faire un trou par jour en plus. C'est abusé. Le cyanure qui détruit la peau, qui détruit tout, comment dire, au niveau des tribus amérindiennes, où il y a les poissons qu'ils mangent, les poissons sont infectés, les animaux sont aussi infectés. C'est déjà le cas. C'est inadmissible tout ça. Voilà. On peut pas laisser continuer tout ça. Là, au niveau de Saint-Laurent, on va faire une manifestation au niveau de tous les élèves pour pouvoir montrer qu'on est contre ça. Au niveau de Cayenne, on va faire aussi une manifestation avec tous les élèves pour prouver qu'on est contre ça, pour mettre aussi les étudiants sur cette idée-là, pour leur montrer qu'il faut préserver l'avenir de la Guyane, la forêt de la Guyane, notre forêt, notre maison. Deux dernières questions à la personne. Oui, il y a Jean Blanc et ensuite M. Barbu. Là, M. Barra. Allez-y. Désolé, ce sera les deux dernières questions. Je dois dire, le débat pourra se poursuivre derrière, en haut, parce qu'il y a des impératifs horaires qu'on ne peut pas. Je vous en prie. Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Marc. Je voulais simplement dire qu'avec tout ce qu'on entend, clairement, on ne peut pas être consensuel avec l'extractivisme de l'or. Et ça fait beaucoup réfléchir. Et deuxième chose, vous avez dit que le débat de l'Ouest, il y avait des gens il y avait les gens de la mine. Et ce soir, pourquoi ils ne sont pas là? Juste une question. Voilà. Oui, votre voisin, donnez le micro à votre voisin. Enfin, s'ils veulent se manifester, ils le feront. Enfin, on ne va pas non plus les torturer. Monsieur Barra, vous voulez poser une question? Voilà, je représente les gens de la mine. Non, je rigole. Marc Barra, certains me connaissent, surtout mon engagement pour la défense de l'environnement depuis un certain nombre d'années. Le débat, c'était pour ou contre. Là, je vois surtout des contre, parce que évidemment, on est tous entre nous. Donc, ça sert à quoi finalement? On est en train de parler, vous faites une démonstration de la forêt. Nous, on sait tout ça déjà. On sait tout ce que ça. Toute la richesse de notre forêt, on la connaît. On connaît déjà tout ce que ça fait sur l'environnement. Donc, moi, je dis, le combat, il n'est pas là. Le combat, et je rejoins Mme Létard, le combat, il est sur l'aspect économique. Je suis désolé. L'aspect économique. Parce que quand on me dit que oui, les trois quarts de la population sont contre la mine d'or, mais vous avez fait un sondage? Vous avez fait un sondage, Madame Nelly, de savoir si la population est contre le projet? Moi, je suis pas sûr, j'ai l'impression que les gens s'en foutent, en fait, malheureusement. S'en foutent. Et pour moi, si on veut vraiment arrêter ce projet, il faut taper là où ça fait mal, l'aspect économique. Quelle retombée moi, je suis contre, je le dis tout de suite, mais quelle retombée sur la Guyane? Si vous dites aux Canadiens qu'il faut laisser 15-10% de fiscalité à la CTG, là ils vont réfléchir autrement parce que leur projet économique il est basé sur des chiffres très, très, très précis. Et si on commence à dire que le projet n'a pas assez de retombées pour la Guyane économique, le projet s'arrête. Pour moi, l'écologie, c'est pas le bon moyen de faire arrêter ce projet en Guyane. On est tous convaincus là entre nous, mais trois quarts de la population, l'écologie, pour moi, c'est pas le bon moyen. L'aspect économique doit entrer en ligne de compte. C'est mon avis. Je répète, moi je suis contre, je suis écologiste, mais c'est pas avec ça que je me battrai pour impliquer la population. Si on veut créer un deuxième Stevens, c'est votre problème. Moi j'ai pas envie qu'il y ait un mort là-bas sur la ZAD, j'ai pas envie de ça moi. Juste quelques mots. Je suis Léonore Joannès,
Je suis membre du collectif des Premières Nations et je sais que toutes les organisations autochtones que j'ai pu rencontrer, nous nous concertons et nous sommes contre cette mine. Et comme a dit Christophe, nous serons mobilisés et nous irons à Saint-Laurent avec les jeunes et pareil, nous ferons barrage à cette mine d'or. Juste un mot sur l'aspect économique. Comme je disais, hein, moi je marche sur les deux pieds dans cette histoire. Il y a des camarades qui sont plus pur écolo. L'aspect écologique, bien sûr, et l'aspect économique. On est en train de travailler, mais selon les premières informations que j'ai calculées, ce projet, c'est pas qu'il rapporte peu à la Guyane, ça on l'a dit, Marc Barra, et on va l'écrire et on va diffuser, c'est qu'il coûte à la Guyane. Il faut arrêter de dire, la nouvelle chose que vous pouvez dire, c'est pas que les retombées sont dérisoires, c'est qu'au final, ça coûte à la Guyane. Alors, comme il faut conclure, juste pour dire rapidement, les 2% de taxes minières, j'ai entendu une conseillère territoriale en état de faiblesse mentale dire qu'on pouvait monter à 50%. Mais c'est n'importe quoi. Quand j'ai dit avec des impôts, tu passes de 2 à 4% comme ça. Waouh, n'importe quoi. Voire 50%. Les 2%, on les a là où il faut, les 2%. Donc ça, c'est noté. Les 2%, ça va nous rapporter 70 millions, desquels il faut retrancher 60 millions de lignes électriques à haute tension. Donc il reste 10 millions. Waouh, 10 millions divisé par 13 années. Mais ça, c'est rien. Et la route, les 60 km de route, et les fonctionnaires, qui paient les fonctionnaires de l'État qu'il faudra mobiliser pour aller contrôler les gens de la DEAL, de l'inspection du travail, de l'ARS pour aller contrôler là-bas. Bon, en fait, ça ne va pas coûter grand-chose parce qu'ils n'iront pas. On sera que ce sera en circuit fermé, le Far West. Moi, si j'ai besoin d'un rendez-vous à la DIECT, direction du travail, ça me prend 2 mois. Alors là, je ne vois plus personne. Il faut enlever ça. Ensuite, le potentiel touristique. Où est-ce que vous avez vu qu'un pays fait des campagnes publicitaires dans le monde en disant on est fort sur le minier et on est aussi fort sur le tourisme vert, bienvenue au Costa Rica. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ils disent bien fort, on a renoncé. Donc, au final, on va perdre les touristes. Enfin, ceux qu'on n'a pas déjà. Mais il paraît que c'est déjà avec des ambitions en la matière. Alors, l'énergie, juste une petite parenthèse, c'est pas seulement 20 mégawatts qu'il faudra. C'est que s'ils ont ça, ces sociétés multimilliardaires ont les moyens d'être autonomes avec une centrale autonome. Mais pourquoi ils veulent se mettre sur le réseau? Parce que ça va leur coûter moins cher. Ils ne vont jamais arriver à produire aussi bon marché. Et pourquoi? Je vous rappelle que malgré notre super énergie durable du barrage de Pétisseau, ça revient très cher l'énergie en Guyane par le transport. Donc si on a l'énergie à ce prix, c'est par la péréquation nationale. C'est-à-dire qu'une partie du prix de notre facture est prise en charge par la solidarité de nos compatriotes d'outre-Atlantique. L'essentiel de la facture. L'essentiel, peut-être plus de 75%. Et là, leur énergie, c'est nous qui allons la payer en quelque part. Il faut retirer ça des 70 milliards, des 70 millions. Donc ce n'est pas que ça va rapporter peu à la Guyane, il faut dire la vérité. Ce super projet qui va nous mettre tout nus écologiquement va nous coûter financièrement. Franchement, je pense que je vais acheter des... Moi, je vais gagner à tous les coups. Moi, écolo, je fais la Java le jour où le président Macron va dire niet. Si c'est oui, moi j'achète des actions Norgold et Columbus Gold. Je gagne à tous les coups. Sinon, vous allez acheter des actions parce que, tu sais, il y a
fond, hein. Il va acheter des actions et après ça lui permet d'aller à l'Assemblée générale pour aller se battre. C'est parti des actions, pourquoi pas, soyons pas joyeux. Oui, c'est pourquoi certains en Guyane sont déjà actionnaires. Ils sont déjà actionnaires. Alors je vais pas comprendre pourquoi ils seront contre ce projet. L'argument économique, il n'est pas là-dessus, hein, parce que si c'est rentable, ça veut dire quoi entre eux? Ça veut dire qu'on le fait, c'est ça? Voilà, mais quand ils seront colmatés là en pleine forêt, dans leur casemate, voilà. Alors, je vous remercie. Qui ira contrôler? On va essayer d'être discipliné. On parle de mine responsable. J'aimerais qu'on me définisse, j'aimerais que ces groupes-là me définissent qu'est-ce que c'est qu'une mine responsable. Quand je vois ces images-là, moi je dis non. Expliquez-moi par quel moyen cette mine-là est responsable. Conclusion. Vous voyez jusqu'où cela va? La désinformation, le manque de communication. Non, moi je suis contre que le sang de la terre reste à la terre. Je vais compléter le descriptif de Harry au niveau économique sur le coût à la population guyanaise. Donc la péréquation, en effet, a été estimée dans le document de l'ADEAL à 50 millions par an de contribution de services publics d'électricité. 50 millions par an. Voilà, c'est déjà ça. Et la dernière chose que Harry n'a pas parlé, c'est le complexe industriel-portuaire, c'est-à-dire ce lieu par lequel qui va devoir stocker les 300 tonnes d'explosifs par mois, les 300 à 400 tonnes de cyanure par mois et tous les carburants. Tout cela donc, va se faire sur 3 sites potentiels. C'est soit dans les marais Coswin, soit dans les digues du côté de Padato, soit du côté de Cric-Vache. Donc c'est des zones très sensibles au niveau écologique, à l'embouchure du Maroni. Et c'est des zones qui vont s'étendre sur 100 hectares, car on ne peut pas effectivement stocker du cyanure à côté d'explosifs et d'un côté de carburant. Donc ça va être un gigantesque port industriel ou portuaire qui risque de devenir une friche industrielle dès lors que l'or chute, ne serait-ce que de 30%, on l'a dit tout à l'heure. C'est le 30%, c'est la limite pour laquelle le projet est viable. 30%, ça peut paraître beaucoup. Non, en 2013, l'or a baissé de 35%, et entre 2012 et 2013, il a baissé de 65%. Donc voilà, encore un port industriel ou portuaire qui sera à la charge du contribuable et qui ne sera pas quelque chose de durable. D'une façon générale, il faut bien savoir qu'une multinationale n'a jamais développé un pays. J'en veux pour preuve la Bolivie, qui est le pays le plus imprégné par les multinationales extractives, à savoir l'or, le pétrole, le diamant. Et malgré tout, ça demeure et ça reste le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud. À l'inverse, des pays comme l'Uruguay qui est un véritable laboratoire social, dont la population a eu l'audace de délire le charismatique Pepe Mujica, le président le plus pauvre du monde, qui est resté plus de 6 ans au pouvoir, qui a fait de grandes choses et qui a donc décidé d'interdire définitivement l'industrie minière, l'industrie extractive dans son pays. À l'instar d'ailleurs du Salvador qui l'a rejoint il y a 3 semaines. Donc le Paraguay qui a cette vision cette vision extraordinaire. Si vous regardez sur Wikipédia, vous verrez que c'est le pays le plus riche d'Amérique du Sud par habitant, qui a le PIB par habitant le plus important. Bon, dernière indication, si on s'en tient... Vous voulez dire quelque chose? Il faut vraiment terminer. Non, je ne veux pas dire quelque chose, je veux juste remercier Philippe et toute l'équipe qui est cachée un peu partout pour tout le travail qu'ils font, parce que pour ce que vous avez vu derrière, la technique, mais aussi toutes les recherches, tout ce qu'on fait, voilà, je voulais juste le remercier. Alors, comme vous le voyez, hein,
On ne va pas passer la nuit ici, mais si vous voulez poursuivre la discussion, dimanche, après avoir dit bonne fête aux mamans, donc ce dimanche, après-demain à 18h, à la place des Amandiers, on pourra continuer les échanges. Donc, c'est des questions qui ont échappé ce soir. On se voit.